Bonjour. Bonjour et bienvenue au webinaire intitulé Mettez en œuvre une éducation inclusive et équitable de qualité pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Mon nom est Megan Hawk et je suis la gestionnaire du programme de stage lancement de carrière de CICAN et je serai la modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, quelques petits points pratiques. Nous vous demandons de couper le son sur votre micro et de fermer vos caméras pendant les présentations. Vous pouvez poser des questions ou laisser des commentaires en tout temps dans la boîte de dialogue. Il y aura aussi une période de questions à la fin du webinaire. Le webinaire sera enregistré et le lien vous sera envoyé. Ce webinaire est offert par CICAN à l'occasion de la Semaine des Objectifs mondiaux. Du 18 au 26 septembre, la Semaine des Objectifs mondiaux des Nations unies rassemblera des gens afin d'accélérer le progrès sur les ODD grâce à une semaine d'action, de sensibilisation et de responsabilité. En reconnaissance de cette semaine internationale, CICAN propose une programmation incluant des webinaires, une campagne sur les médias sociaux, un numéro spécial dans notre bulletin Perspective et notre bulletin Impact, ainsi que le lancement de notre boîte à outils sur les ODD. Le webinaire aujourd'hui proposera une analyse approfondie de l'ODD 4 et vous permettra d'apprendre les meilleures pratiques qui peuvent être mises en œuvre sur vos campus. Nous avons un agenda assez rempli avec les mots de bienvenue et l'introduction faits par David Shimke, directeur du secrétariat Commission canadienne pour l'UNESCO, suivi par des présentations de nos trois panélistes, Judy Vargata, gestionnaire service au partenariat Impact de CICAN, Roch Ducharme, directeur Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, et Pierre-Antoine Descoteaux, membre fondateur Réseau Jeunesse du Canada. Alors, sans plus tarder, je suis heureuse d'inviter M. David Shimke, directeur du secrétariat Commission canadienne pour l'UNESCO, qui nous fera le mot de bienvenue. Alors, à vous, David. Merci, Megan, et bonjour à tous et à toutes. C'est un véritable honneur d'être avec vous aujourd'hui. Depuis la mi-avril, plus de 1,6 milliard d'enfants et de jeunes sont pratiquement privés de l'école, et ce, dans 88 pays. Cela représente plus que 90% de la population étudiante du monde entier. Presque partout, cette situation sans précédent dans l'histoire de l'éducation entraîne des disparités inquiétantes sur les plans de l'équité. Maintenant que des millions d'écoliers, d'élèves et d'étudiants recommencent à fréquenter des établissements d'enseignement qui sont presque méconnaissables par rapport à ce qu'ils étaient au mois de mars, il est primordial de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Les objectifs de développement durable des Nations unies, les ODD, nous fournissent un plan pour y arriver. Plus de 193 États membres des Nations unies se sont engagés à atteindre ces 17 objectifs interreliés d'ici 2030. L'UNESCO contribue à la mise en œuvre des ODD par ses initiatives dans les domaines de l'éducation, des sciences naturelles, des sciences humaines et sociales, de la culture et de la communication et d'information. La Commission canadienne pour l'UNESCO est aussi déterminée à soutenir les initiatives qui visent l'atteinte des ODD dans le cadre de son mandat, soit de promouvoir les valeurs et les activités de l'UNESCO au Canada. Il y a cependant une mauvaise nouvelle. D'après les derniers rapports des Nations unies, nous ne sommes pas en voie d'atteindre les ODD d'ici 2030. Que devrait donc faire le Canada? Nous croyons qu'il est nécessaire de redoubler d'ardeur. Plus précisément, il nous faut plus d'efforts collaboratifs entre les gouvernements, le secteur privé,
les organismes non gouvernementaux et les établissements d'enseignement comme le vôtre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes si reconnaissants que vous ayez pris le temps d'assister à ce webinaire aujourd'hui. Le webinaire mettra l'accent sur l'ODD 4 et sur les façons de lever les obstacles qui entourent le développement des compétences, ainsi que l'enseignement et la formation technique et professionnelle, qu'on appelle communément l'EFTP. En effet, l'ODD 4 s'articule ainsi: assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. La pandémie ne s'est pas contentée de plonger les établissements d'enseignement dans la crise. Elle a aussi entraîné une réévaluation de la visée et de l'avenir de l'éducation. Certains soutiennent maintenant que l'éducation devrait servir davantage à aider les élèves à accueillir les connaissances et les compétences requises pour le monde du travail. Qu'il faut aider les jeunes comme les adultes à développer les compétences nécessaires pour obtenir un bon emploi et réussir en tant qu'entrepreneur, tout en appuyant une croissance économique inclusive et durable. Voilà exactement ce que fait l'EFTP. Et c'est pour cette raison que l'UNESCO reconnaît son rôle précieux dans les systèmes scolaires par l'entremise du Centre international pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle, aussi appelé UNEVOC. Grosso modo, il s'agit d'un centre de FTP désigné par l'UNESCO qui appuie les efforts des États membres pour renforcer et améliorer leur système de formation technique et professionnelle. Avec le soutien de Collège et Institut Canada, la Commission canadienne pour l'UNESCO est un grand défenseur de l'UNEVOC au Canada. Il existe 3 établissements de l'UNEVOC ici. Le Centre UNEVOC pan-canadien en Ontario, qui est dirigé par Collège et Institut Canada, le Bow Valley College en Alberta et le Cégep de la Gaspésie et des Îles au Québec. Au Canada, l'EFTP privilégie surtout les domaines où il y a une pénurie de qualifiés, particulièrement dans les métiers scientifiques et technologiques. Nos centres UNEVOC canadiens offrent des programmes de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, et ils améliorent l'accès à l'éducation et à la formation pour tous. Pour en revenir aux ODD, l'année 2020, le 2020 a marqué le début de la décennie d'action afin de nous rappeler que 2030 arrive dans 10 ans. Et pour ce qui est de l'ODD 4, l'année absolument singulière que nous vivons a transformé notre façon d'envisager les avenues possibles pour l'éducation. En guise de prochaine étape, nous devrions essayer de voir au-delà des questions urgentes qui nous préoccupent aujourd'hui. Alors que les systèmes scolaires du monde entier commencent à se remettre de la crise de cette année, nous devons nous demander comment ils peuvent être transformés et améliorés pour nous aider à aborder les enjeux les plus pressants de la planète. Cela commence en tenant compte des leçons apprises grâce à l'EFTP. Cela commence par la création de liens entre l'éducation et le marché du travail. Cela commence par les situations d'enseignement et d'apprentissage liées à la vie réelle. Et si nous commençons du bon pied, nous parviendrons enfin à l'ODD 4, l'éducation pour tous, et personne ne sera laissé pour compte. Merci. Merci beaucoup, David, pour cette présentation informative et dynamique. Cela nous met bien en contexte et prépare le terrain pour les présentations de nos 3 panélistes. J'invite donc maintenant Judy Vargatoth, gestionnaire service au partenariat de SICAN, à prendre la parole. Merci encore, David, et à toi, Judy.
Merci. Bon. Donc, merci beaucoup tout le monde et ça me fait grand plaisir d'être ici à partager avec vous cette semaine importante mondiale qui nous réunit ensemble pour vraiment aller de l'avant avec ces objectifs de développement durable que nous avons signés en tant que pays en 2015 et qu'on doit vraiment accélérer notre travail depuis ce temps-là. 5 ans et plus sont déjà passés et comme l'a dit David très bien, on n'est pas là encore, malheureusement, et donc on doit vraiment voir comment on peut accélérer notre travail et dans notre secteur, le secteur d'éducation technique et professionnelle, c'est super important de bien comprendre ce que sont les ODD et comment et pourquoi nous devons agir ensemble pour vraiment achever ces ODD, ces 17 objectifs. Donc, encore comme on le voit sur l'écran, chaque ODD, il y en a 17. Numéro 4, ça s'appelle éducation de qualité, mais effectivement, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on voit bien ici que ça touche sur l'équité et l'accès, l'inclusivité. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par une éducation de qualité. C'est non seulement le contenu, mais qui peut accéder à l'éducation dans un pays. Donc, voilà. Ici, on voit tous les objectifs, les 17, et on comprend que depuis 2015, on travaille sur cela. Maintenant, on a 9 ans et un peu pour atteindre ces objectifs et on n'est pas là. Et malheureusement, à cause de la pandémie, on a tombé un peu, même sur l'ODD 4, on a tombé un peu en arrière. Donc, ce que moi, j'aimerais expliquer avant de laisser la parole à mes collègues, c'est comment est-ce que les ODD sont structurés. Donc, on en a 17 et chacun des 17 a des cibles à l'intérieur, des sous-objectifs, si on veut le dire, qui clarifient un peu l'intention de cet ODD-là. Donc, on a pris le numéro 4 simplement pour expliquer comment sont structurés les ODD et comment ils sont beaucoup plus importantes qu'on le pense quand on voit éducation de qualité. Peut-être au Canada, on se dit, ben oui, on en a une éducation de qualité, ce qui est vrai. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est qu'on n'a pas achevé, accompli les cibles comme vous les voyez ici. Donc ici, vous pouvez voir pour l'ODD numéro 1, c'est éliminer la pauvreté. Nous avons plusieurs sous-objectifs, 1.1, 1.2 et ainsi de suite, qui nous expliquent comment vraiment agir ensemble. Et donc, pour cette décennie ou moins d'une décennie qu'on a, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ici, on voit que quand on a fait une analyse de où on se trouve en tant que pays, donc chaque pays qui a signé, tous les pays ont signé l'accord pour l'agenda 2030, on doit bien sûr voir si on achève les objectifs, comment chaque pays peut accomplir les objectifs. Donc ici, vous voyez quelque chose, une analyse qui s'est faite en 2017 pour voir où on en est. Et donc, on voit ici les petits points que vous voyez dans chacun des 17 buts. Les petits points, c'est quand on a un indicateur au Canada qui peut mesurer cet objectif-là. Donc, par exemple, pour le numéro 17, il n'y en avait pas en 2017. Une façon de mesurer au Canada comment on achève cet objectif. Mais dans les autres 16, on voit que ça s'est catégorisé par quatre stages. Donc, dans la première colonne, malheureusement, c'est là où non seulement on ne va pas en avant, mais on va en arrière. La deuxième colonne, c'est on avance peut-être, mais en tout cas, très lentement, on n'est pas là du tout. Puis ensuite, on avance, mais pas assez vite pour accomplir l'objectif d'ici 2030. Et dans la dernière colonne, on a les objectifs qu'en 2017, on voyait que, oui, le Canada était quand même dans une bonne voie. On voit que pour l'éducation de qualité, ça allait pas mal bien, mais même là, on voit que dans 2 des indicateurs, on allait en arrière. Dans
on était vraiment juste dans une position, on devrait y aller, mais on n'y va pas encore. Et on était sur la bonne voie dans 3. Et maintenant, je me demande comment on verrait ça si on faisait une analyse. Est-ce qu'on tombe en arrière, même sur ces points-là? Donc, voici l'ODD numéro 4, accès à une éducation de qualité qui touche aussi l'apprentissage, les conditions d'équité et tout au long de la vie. Donc, ce n'est pas une éducation de qualité pour seulement des jeunes personnes, c'est vraiment tout au long de notre vie. Est-ce qu'on a des stratégies en place au Canada? Est-ce qu'on achève ces objectifs? Est-ce que les gens à tous les âges trouvent accès à une éducation de qualité? Les cibles que nous avons sont, vous les voyez ici, plusieurs cibles et je sais que mes collègues, par exemple, Roch va nous parler un peu de comment son travail, le travail de son centre de recherche touche sur plusieurs de ces cibles-là, entre autres le 4.5. Donc, ça va vraiment, j'espère, vous inspirer à comprendre comment, dans votre cégep ou votre collège, vous pouvez prendre un ODD, n'importe lequel. Vous pouvez aller voir tous les ODD pour trouver les cibles qui touchent à des défis importants dans votre institution, dans votre communauté, dans votre province, dans notre pays, et puis voir, OK, comment on peut travailler là-dessus. On voit que c'est important aussi de voir l'interconnexion entre plusieurs ODD. Encore une fois, je pense que Roch va bien nous expliquer ça pour nous montrer comment, dans un centre de recherche, on touche sur plusieurs des cibles et comment c'est important de garder cette perspective parce que je pense que dans le passé, un de nos problèmes en tant que pays ou dans le monde entier, c'est qu'on s'axait sur une chose, puis on oubliait tous les défis connexes. Et parfois, en allant de l'avant avec une chose, ça causait des problèmes dans un autre secteur ou pour d'autres personnes. Donc ici, on nous appelle avec les ODD de garder un point de vue large et très inclusif. Donc, de s'assurer non seulement qu'on va de l'avant sur notre ou nos cibles, mais qu'on ne fait pas de tort à d'autres cibles, à d'autres communautés, à d'autres défis que nous avons sur notre planète. Donc, par exemple, c'est vrai qu'on peut vraiment promouvoir des bons emplois qui payent bien, mais si ces emplois-là, dans le fait de ce qu'ils font tort à l'environnement, bien là, on avance dans une place, mais on n'avance pas dans une autre place. Donc, je vous encourage à vraiment comprendre comment ces ODD-là sont structurés pour pouvoir assurer que votre travail dans votre établissement d'enseignement, vous comprenez bien où vous pouvez vraiment aller de l'avant et aussi comment vous pouvez collaborer avec d'autres dans votre communauté, mais à travers une région, une province, avec les entreprises, avec les ONG. Comment? Parce que eux, d'autres instances travaillent aussi des ODD. C'est ce qui est beau avec ça parce que c'est vraiment au niveau du monde. Donc, ça nous facilite des partenariats, justement, l'ODD 17, parce qu'on peut trouver des partenaires qui, eux aussi, travaillent sur des cibles des ODD. Notre pays, le Canada, comme tous les pays aussi, ont été invités de localiser ces objectifs pour leur pays. Donc ici, vous voyez comment au Canada, on a essayé de localiser l'ODD numéro 4 pour que ça soit bien pour nos circonstances, parce que c'est différent ici qu'ailleurs. Par exemple, dans les indicateurs choisis par Statistique Canada, vous voyez comment ils vont mesurer nos progrès. Par exemple, 4.3.3, vous voyez taux de participation au programme technique et professionnel des jeunes de 15 à 24 ans. Bien, ça, c'est nous autres, c'est notre secteur. Et donc, c'est une façon de voir est-ce qu'on va dans la bonne direction. Et nous, ce qu'on vous appelle à faire en tant que membre de SICAN, en tant qu'établissement d'enseignement, c'est de contribuer, qu'ensemble, on contribue à l'accomplissement des ambitions canadiennes. Vous pouvez aller sur la page du gouvernement fédéral. Vous voyez ici vers la Stratégie nationale du Canada pour le programme 2030 et vous verrez
toutes sortes d'informations importantes et vous pouvez vous aligner là-dessus et vous pouvez partager ces informations avec tous vos partenaires pour voir comment on peut vraiment aller de l'avant et non pas de se dire, ben nous, on a une éducation de qualité. Mais qui est laissé pour compte? Qui n'est pas à la table? Qui n'entre pas dans nos établissements et pourquoi? Qui ne finissent pas, qui n'ont pas sont peut-être à un âge où ils ont manqué leur première opportunité et maintenant on doit leur offrir d'autres occasions de pouvoir s'éduquer. Donc ici, on vous montre tout simplement que le gouvernement canadien est bien saisi de ceci et qu'on peut travailler ensemble au niveau, à l'échelle du pays. Je vous encourage de garder le contact avec nous dans le contexte de l'initiative Impact où on veut vraiment promouvoir l'idée de ne pas laisser pour compte personne en travaillant ensemble pour un meilleur avenir pour les personnes et les communautés, ce qui est la vision de Collège et Institut Canada. Et c'est la vision dont on vous invite à participer ensemble en tant que membre pour vraiment contribuer à l'accomplissement des objectifs de développement durable au Canada. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Megan. Merci beaucoup, Judy, pour cette présentation détaillée sur l'ODD 4 et la situation au Canada. Je pense que tu nous as souligné les enjeux importants et les points d'action possibles aussi. Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la présentation de Roch Ducharme, directeur Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, à vous, Roch. Oui, bonjour. Bon, j'essaie juste de partir mon PowerPoint. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, c'est bien. Bon, voilà. Merci à tout le monde de nous avoir invités. Moi, je suis directeur du CRISPECH et je voulais vous parler un petit peu de différents concepts aujourd'hui parce qu'on parle d'éducation inclusive et équitable, de qualité, pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Donc, je voulais peut-être juste prendre quelques secondes pour présenter le CRISPECH. Le CRISPECH, c'est un centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un centre de recherche en sciences sociales. On est affilié à 2 collèges, donc le Cégep du Vieux-Montréal et le Collège Dawson. Dans notre jargon à nous, on est ce qu'on appelle un CCTT, un centre collégial de transfert de technologie en pratique sociale novatrice. Donc, de là, notre appellation en sciences sociales. On est reconnu par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Économie et de l'Innovation depuis maintenant, c'est notre 10e année, depuis octobre 2010. Julie l'a mentionné, donc évidemment, on est ici pour parler de l'ODD 4, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité. C'est vraiment ça qui a attiré mon attention. Évidemment, promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Mais l'ODD qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'ODD 4.5, l'objectif 4.5, qui est d'éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation, mais surtout, c'est assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées. Donc, nous, c'est là que ça se joue beaucoup. Évidemment, c'est sur quoi on se penche dans nos recherches. Mais il n'y a pas seulement l'ODD 4.5 qui nous intéresse, il y a surtout aussi l'ODD 10.2 qui est d'autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale indépendamment de leur handicap. Donc, pour nous, le verbe autonomiser est très important de l'ODD 10.2. Je vous rappelle que l'ODD 10, c'est réduire les inégalités.
Et autonomiser, c'est rendre autonome. Donc, ça ne veut pas dire prendre pour acquis que la personne est autonome, mais comment la rendre autonome. Et donc, pour nous, l'autonomie de l'étudiant, c'est une autonomie qui est partagée. Et en éducation, on partage peut-être 4 thèmes principaux ou 4 sphères principales: la lecture, l'écriture, la prise de notes et l'organisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur une autonomie partagée? Bien, allons-y avec un cliché, là. Mais mettons notre hiver canadien, notre hiver québécois. Si la personne en fauteuil roulant, ici, si on ne déblaye pas la rampe, il n'y a plus accès il n'y a pas l'accès à l'éducation comme tout le monde. Donc, c'est là où, si la rampe est déblayée, évidemment, il est autonome malgré son handicap. Donc, c'est ça l'autonomie partagée, c'est que ce n'est pas juste à lui d'être autonome, c'est aussi une pratique environnementale. Donc, quelques définitions. Bien, ici au Québec, la notion de personne handicapée, parce qu'il y en est question dans les ODD, c'est enchâssé dans la loi et c'est toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante. C'est les 2 mots-clés pour la loi québécoise. Et cette personne qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement des activités courantes. Il y a également la notion du concept médical du handicap, où le médical est souvent considéré comme un problème médical individuel. Ça revient à la personne, à l'individu. Et selon cette conception, la personne se distingue de la norme. C'est la personne qui se distingue de la norme qui doit s'adapter à son environnement physique et social. Mais nous, on est plutôt du concept de la conception sociale du handicap, c'est-à-dire qu'on se met du côté des limitations et où les limitations apparaissent dans les interactions avec l'environnement physique et social. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus intéressant de parler de la conception sociale du handicap. Ça nous amène à se servir souvent, on l'entend beaucoup en français, beaucoup moins en anglais, mais l'appellation « être en situation de handicap ». Donc, on n'est pas nécessairement une personne handicapée, mais on est une personne en situation de handicap. Donc, une situation de handicap correspond toujours à la réduction ou de la réalisation ou l'incapacité à réaliser des habitudes de vie. Et dans le cas qui nous intéresse en ce moment, l'habitude de vie, c'est aller à l'école, c'est l'éducation. Ça, je l'aime beaucoup, ce cliché ici, parce que ça sert du mot juste. Donc, c'est l'enseignant qui, avec toute sa bonne volonté, dit « Pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen. Vous devez grimper à l'arbre. » Évidemment, on voit qu'il y en a qui vont réussir d'emblée avec brio et d'autres qui sont déjà en situation de handicap, même s'ils n'ont peut-être pas de handicap. Mais c'est une question de consigne. Ici, la barrière ou l'obstacle est au niveau de la consigne et de ce qu'on veut vraiment évaluer. Est-ce qu'on veut vraiment évaluer la capacité de grimper à l'arbre ou est-ce qu'on veut évaluer la possibilité de rejoindre la cime de l'arbre? Si c'est rejoindre la cime de l'arbre, comme je suppose, à ce moment-là, travailler en équipe, changer la consigne, dire travailler en équipe, tout le monde aurait pu vivre un succès en éducation et avoir accès à la même éducation. Question piège, je serais prêt à dire, c'est quoi la différence entre l'intégration et l'inclusion? Bien, pour nous, l'intégration, c'est lorsqu'on adapte pour l'individu. Donc, toute la notion des accommodements raisonnables. Et l'inclusion, c'est quand on a une société inclusive, donc quand on travaille davantage sur l'environnement de la personne, l'environnement de tous. Et on n'est pas seul à voir ça de cette manière-là. Pour l'UNESCO, l'inclusion, c'est un processus, justement un processus entre l'intégration et l'inclusion. C'est un continuum. L'inclusion s'attache à identifier et à lever les obstacles, on en a parlé déjà. S'intéresse à la présence et à la participation sociale, la participation et aux acquis de tous. Et l'inclusion nécessite qu'une attention particulière soit accordée aux groupes d'apprenants
susceptibles d'être exposés à des risques de marginalisation, d'exclusion et d'échec scolaire. Donc, ici, on est en plein dans l'ODD 4.5 et l'ODD 10.2. C'est quoi parce qu'on est en éducation, on est dans un milieu d'apprentissage, donc c'est quoi les obstacles communs à l'apprentissage, les plus communs qu'on pense? Oui, c'est peut-être en premier lieu, mais on prend pour acquis que c'est déjà fait, d'adapter les édifices pour qu'ils soient facilement accessibles avec une rampe ou les ascenseurs ou tout ça. Donc ça, on prend pour acquis que c'est déjà fait. Mais au niveau de l'apprentissage comme tel, il y a quelques obstacles communs. Et ça vient de Galipo, Soleil et Constantinopoulos, des trois dames qui ont fait une recherche au Collège Dawson. Donc, la difficulté en lecture, le traitement de l'information, la communication orale, les difficultés organisationnelles, l'effort cognitif et fatigue et anxiété. Donc, si on est capable, encore une fois, dans une posture d'autonomisation, de rendre autonome, de travailler ensemble entre les enseignants et les étudiants pour amoindrir ces obstacles-là, on est vraiment sur la bonne voie de l'inclusion. Donc, une société inclusive, c'est ce concept qui implique de remettre en cause les normes culturellement construites, parce que pour l'instant, le modèle médical, c'est encore le paradigme majeur, donc dominant. Donc, on faut un peu remettre en cause ces normes-là et des normes qui excluent les personnes qui n'y sont pas conformes. L'inclusion, pour nous, bien, c'est que la diversité est la nouvelle norme et nous serons inclusifs que lorsque nous serons plus obligés uniquement d'accommoder les besoins de la personne, avec des accommodements raisonnables, grâce à un environnement bien pensé, bien structuré pour la diversité et à la portée de tous. Donc, je vous laisse avec trois petites images. On revient encore à l'égalité. L'égalité on voit ici des accommodements qui sont donnés, mais également à tout le monde, et ça ne fonctionne pas. Ici, on voit l'équité. Donc là, on est vraiment dans une posture d'intégration d'accommodement raisonnable. C'est déjà mieux. Mais si on se met dans un mode d'accès universel où on change la barrière qui était la clôture, on voit qu'on n'a plus besoin d'accommodement raisonnable et on est vraiment dans un milieu inclusif. Et c'est ce que je pense qu'on doit faire en éducation. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Roch. Wow, c'était vraiment une bonne présentation très instructive avec des définitions et notions clés. Donc, merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Pierre-Antoine Descoteaux, membre fondateur Réseau Jeunesse du Canada, qui a la chance de nous faire la dernière présentation de la journée. Donc, je te passe la parole, Pierre-Antoine. Super. Et merci d'abord, Judy, Roch, David et Megan pour vos présentations et vos interventions. C'était très pertinent et intéressant. Okay. Super. Parfait, donc bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Antoine Descoteaux. Je viens de Drummondville, au Québec. Donc, je suis un jeune, comme vous pouvez le voir. J'ai cofondé 3 organismes à but non lucratif dans différents domaines. J'ai étudié en sciences po au cégep de Drummondville. Donc, je sais que c'est quoi la réalité que vous avez dans les instituts et les institutions scolaires. J'ai étudié en administration des affaires à l'Université Laval. Puis maintenant, je suis à Quest University en Colombie-Britannique. Donc, c'est encore mon matin aujourd'hui ici. Puis je m'intéresse beaucoup au niveau du développement durable, de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de la francophonie. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous parler, je vais faire un petit topo sur l'Alliance en développement durable que j'ai cofondée à l'Université Laval, des apprentissages qu'on a eus et des applications finalement qu'on peut faire dans les collèges et les instituts dont vous faites partie. Donc, l'Alliance en développement durable de l'Université Laval, Alliance DDUL, c'est une initiative autonome étudiante. Donc, ma collègue Anne Bernard, qui était au doctorat en foresterie, et moi, pendant que je faisais mes études au baccalauréat en administration, qu'on a fondé. C'est un réseau qui regroupe toutes les associations étudiantes, parascolaires et scolaires, donc plus d'une 60aine d'organisations. Dans le fond, c'est un réseau vraiment large. Tous les étudiants sont membres, qui est vraiment inclusif.
dès qu'ils s'intéressent d'une quelconque façon au développement durable. Puis on a une structure horizontale et verticale que je vais revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Donc vraiment, la plus-value d'une organisation comme ça, puis je vais essayer de l'expliquer un peu plus et comment vous pouvez le faire dans vos institutions, c'est qu'on est, on est vraiment des facilitateurs. On n'est pas une nouvelle organisation, on est vraiment là pour ajouter de la collaboration, comme le middleman en anglais, qu'on dirait entre l'administration d'un collège, d'une institution, les étudiants, puis dans le fond, une communauté plus large au sein du développement durable. Donc, on unit, on facilite la collaboration, on brise les silos à ces murs-là, justement, pour que tout le monde collabore ensemble. Donc, on a des réunions mensuelles avec tous les étudiants, on a des activités sensibilisées au niveau du développement durable, puis on assure la bonne communication avec l'administration et les enseignants au niveau de l'institution. Donc, on a fait ça de plusieurs façons. On a organisé une formation sur le développement durable avec des gens des Nations Unies qui sont venus donner des présentations. On a organisé des journées carrières sur le développement durable, donc s'assurer que les gens comprennent qu'il y a beaucoup d'emplois, d'employabilité dans ce milieu-là aussi. On a fait des consultations au niveau de la stratégie de développement durable du Canada et de l'université. Puis on regroupe tous ces gens-là avec une communauté en personne et maintenant plus en ligne avec la COVID via Facebook. Donc, quelques petits atouts clés de l'Alliance, c'est que ça s'est fait d'un processus de co-création. Donc, toutes ces différentes organisations-là sont venues ensemble autour de l'objectif de développement durable 17, que je vais parler un petit peu plus tard, et pourquoi ça devrait tout être notre préféré, selon moi. Ce que ça fait, c'est que ça nous permet de militer pour des études actualisées aux enjeux d'aujourd'hui, soit les 17 ODD. C'est de l'implication étudiante, on facilite la collaboration. Finalement, il y a de l'apprentissage interactif entre les pairs qui se fait via cette implication-là. Donc, quelques petits apprentissages qu'on a eus. L'ODD 17 et pourquoi, selon moi, l'ODD 4 pointe vers l'ODD 17, c'est que la force des ODD, ils peuvent être très spécifiques, comme on l'a vu dans la présentation de Judy, mais également très larges et très englobants, très inclusifs. Et quand on regarde les objectifs de développement durable comme un ensemble, quand on regarde les 17, on se rend compte qu'à peu près toutes les passions, les intérêts des gens sont là d'une quelconque façon. Si les gens sont intéressés vers le sport, ça tombe dans santé et bien-être. Si les gens sont intéressés vers la justice sociale, c'est là-dedans. Si les gens sont intéressés vers les changements climatiques, c'est là-dedans. Tout est là-dedans. Et puis finalement, en utilisant ces ODD-là, on canalise les passions des gens et on les connecte ensemble. J'ai aussi mentionné le mot intersectionnalité. C'est un terme qui revient de plus en plus avec tous les mouvements de justice sociaux qu'on voit présentement. C'est un terme qui a été d'abord utilisé pour parler de la situation particulière des femmes noires, donc qui ont deux caractéristiques de discrimination, qui fait que dans le fond que les femmes pouvaient être intégrées, les hommes noirs pouvaient être intégrés, mais pas les femmes noires. Mais c'est un terme aussi qui s'applique à beaucoup plus de contextes quand il y a deux situations particulières qui s'agencent ensemble. Puis je pense que c'est un terme vraiment important au niveau de l'éducation et de différentes matières aussi qui peuvent se combiner. Puis je vais revenir un petit peu plus tard à ce niveau. Donc, un autre apprentissage, la présentation, d'habitude, je la fais en un petit peu plus de temps, donc je vais peut-être aller un petit peu plus rapidement sur cette partie. Puis on pourra revenir dans la période de questions s'il y en a qui ont des questions. En fait, je vais tout de suite skipper à la structure. Donc, vraiment un apprentissage, puis j'avais parlé de la structure de l'Alliance, c'est qu'on est une structure doublement horizontale et verticale. Puis il y a vraiment des avantages à ces deux niveaux-là. C'est que beaucoup de groupes étudiants ne se parlent pas, puis il y a vraiment des silos qui se forment entre les étudiants. Peu importe la grandeur d'une institution, j'ai été dans un petit cégep, puis je peux vous dire que le cégep de Drummondville, il y avait vraiment, les groupes étudiants ne se parlaient pas beaucoup. Puis, créer une structure horizontale, ça emmène de la transparence, un lien de confiance envers ces différents groupes-là, une rapidité de mettre en œuvre. Et si la communication se fait bien au niveau vertical, avec l'administration, les différents comités de votre institution, bien, ça aide au niveau de la planification stratégique, l'impact des mesures prises. Il y a des analyses beaucoup plus intéressantes qui sont faites à votre niveau. Puis avoir un réseau de contacts au sein des étudiants va vraiment vous faciliter à créer ce lien de confiance-là avec les étudiants et s'assurer qu'ils peuvent participer dans vos différentes démarches au niveau du développement durable. Bon. La partie la plus intéressante pour vous, c'est quoi les applications concrètes au niveau des collèges, des instituts, de leur équipe? Donc, pour les gens qui sont un petit peu plus au niveau de la création des curriculums, donc peut-être des directions d'études, tout ça, on peut créer des curriculums plus multidisciplinaires, verts et inclusifs.
Donc, viser l'intégration de plusieurs disciplines au sein de votre curriculum, c'est quelque chose qui facilite cette ouverture d'esprit-là, qui facilite l'innovation et l'accès à plus qu'une éducation spécialisée, si je peux dire. Puis on voit vraiment que c'est là la tendance du marché de l'éducation s'envoie parce que, comme plusieurs personnes l'ont dit dans la présentation, on veut des applications concrètes au marché du travail. Développer des cours intersectionnels. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être ultra important dans la prochaine décennie de l'action, comme on dit, c'est de parler des biens internes donnés à certains domaines d'études et des minorités dans ces domaines-là. Par exemple, on peut penser aux femmes dans le milieu de la technologie. Pourquoi on ne peut pas donner un cours à ce niveau-là ou au moins en parler dans un cours et se rendre compte que les femmes ont été sous-représentées depuis très longtemps ou les peuples des Premières Nations dans des milieux un peu plus politiques. Puis ça va être une notion très importante à faire dans l'éducation. Développer des cours se renouvelant très fréquemment et sur les tendances des enjeux actuels. Lier les cours aux ODD, c'est une façon de faire ça. Parce que les ODD, c'est des enjeux très actuels qui se renouvelent et les objectifs de ces ODD-là se renouvelent continuellement. Et puis finalement, en les reliant ensemble, on rend les cours plus actuels. Puis finalement, en faisant tout ça, on favorise l'approche par la pratique. Donc, au niveau de l'objectif 4.7, c'est on parle d'acquérir des connaissances et des compétences, promouvoir des modes de vie durables, l'égalité entre les sexes, les droits des hommes, la paix, bref, tous les beaux concepts qu'on peut avoir. Et une façon qu'on peut faire ça, pour peut-être les enseignants parmi vous, c'est d'utiliser la certaine flexibilité de certains programmes pour essayer de parler un petit peu, de faire des liens. Même si on ne désigne pas le curriculum au complet, il y a toujours une façon de faire différents liens au niveau, par exemple, des ODD impliqués dans la matière dont vous enseignez. Que ce soit au niveau international, mais aussi, Judy a parlé que les objectifs, tous les ODD sont relocalisés au niveau national, donc des objectifs précis du Canada. Puis c'est vraiment facile d'accessibiliser, d'avoir accès à ces ressources-là, puis peut-être de faire des petits liens. Aussi, utiliser la flexibilité pour utiliser une terminologie plus inclusive et ouverte. Donc, juste le vocabulaire qu'on emploie, l'inclusivité, ça en fait aussi partie de ça. Donc, que ce soit au niveau des différentes cultures, de la communauté LGBTQ+, des pronoms qu'on peut utiliser, donc être inclusif, mettons des personnes qui peuvent se considérer non-binaires, et surtout dans la langue française qui est vraiment très genrée, c'est des choses qu'il faut faire attention. Puis finalement, des communautés autochtones et s'assurer, justement, si on peut utiliser et parler de ces notions-là dans nos cours, c'est vraiment quelque chose de très important. Puis, un des points qui me tient le plus à cœur aussi, mais laisser de l'espace aux étudiants pour faire place entre la matière et leurs intérêts. Donc, essayer de connecter. J'en suis très conscient que c'est des choses que les enseignants essayent de faire énormément, mais continuer de faire votre beau travail à ce niveau-là. Puis après ça, là, donc, je vous ai parlé au niveau du curriculum, au niveau de la flexibilité dans les cours et maintenant au niveau de l'engagement parascolaire, stimuler l'engagement étudiant au niveau du développement durable. Donc, supporter vos étudiants à créer une alliance d'aider, comme je vous ai parlé au début. C'est pas pour rien que j'en ai parlé, c'est parce qu'on croit vraiment que c'est une structure qui fonctionne très bien. Et autant au niveau d'une organisation comme une université que des cégeps ou des institutions professionnelles, c'est vraiment un processus simple et efficace de stimuler l'engagement des étudiants au niveau du développement durable. Partagez vos objectifs en matière de durabilité. Quand je parlais de la structure horizontale et verticale, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est d'être transparent. Puis je crois vraiment que les étudiants apprécient quand on a cette discussion-là en toute honnêteté, puis que les étudiants vont pouvoir vous aider encore plus à atteindre vos objectifs si vous leur permettez de connaître c'est quoi vos objectifs au sein de l'institution, mais même à l'intérieur d'un cours. Je pense que c'est une relation de communication aide vraiment à ce niveau-là. Faciliter la communication et la collaboration avec les différents rassemblements étudiants. Donc, briser les silos, que ce soit en ayant une personne ressource qui aide tout simplement. Nous, c'est ça qu'on fait à l'Alliance. On a différents délégués partenariats qui vont juste aller cogner à des portes et dire pourquoi vous ne vous parlez pas, pourquoi vous ne faites pas un projet ensemble. Puis, mettre à la disposition de vos étudiants des ressources pour stimuler leur engagement et tout simplement leur donner une position d'éducateur, leur faire rendre compte qu'ils ont déjà des connaissances, qu'ils ont une expertise et qu'ils peuvent la partager à l'extérieur des cours ou même à l'intérieur des cours parce qu'ils sont des éducateurs, des agents de changement au présent. Très rapidement,
collaboration nationale, c'est donc des opportunités futures. Présentement, je suis en train de travailler avec différentes universités, donc UBC et l'Université de Waterloo et l'Université de Calgary, pour créer une communauté de partage au niveau du développement durable et un guide pour créer différents hubs, donc des alliances que je vous parlais. Puis c'est un guide concret qu'on essaie de faire qui va adresser exactement tous les enjeux potentiels que vous pourriez avoir sur comment créer un de ces groupes de stimulation des ODD dans votre campus. Et si vous êtes intéressé, j'ai mis mon adresse courriel dans la présentation. Juste m'envoyer un message. Et de toute façon, je crois que Collège d'Institut Canada va pouvoir va faire partie du réseau de distribution de ce guide-là. Mais ce serait vraiment une très belle ressource si vous voulez créer cet engagement-là au sein de vos institutions. Mais merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Antoine, pour cette présentation dynamique et inspirante. J'ai particulièrement aimé les applications concrètes que tu nous as présentées à la fin. Je suis certaine que ça va servir à tous les participants aujourd'hui. Je suis vraiment impressionnée par la qualité et diversité des 4 présentations. J'espère qu'on aura des questions pour vous pendant la période de questions qui commence maintenant. Et je vois que on a déjà une question qui est arrivée. Je vais le dire et je vous invite chacun à prendre la parole. La première question, c'est quel a été l'impact de la pandémie COVID-19 sur votre travail en lien avec l'ODD 4? Peut-être, Roch, je ne sais pas si vous voulez commencer avec cette question. Il y a plusieurs facettes à cette question-là, plusieurs facteurs. Nous, au centre de recherche, évidemment, ça a eu un impact avec les recherches en cours parce qu'on a dû revoir des fois l'échantillonnage, revoir la façon d'aller sonder les gens, d'aller faire notre recherche. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je pense que ce qui est important, c'est plutôt de penser comment la COVID a affecté l'éducation des étudiants, des élèves et des étudiants. Et je dirais que c'est mixte. La réaction est mixte, c'est-à-dire ça dépend pour qui. Ce qui est clair, c'est que tout d'un coup, tout le monde était dans une situation de handicap. Tout le monde s'est retrouvé en situation de handicap et a dû réagir. Pour certains élèves, certains étudiants qui avaient besoin, exemple, de technologie pour la lecture et l'écriture, et souvent, c'est difficile en classe pour toutes sortes de bonnes raisons, que je ne partage pas tout le temps d'ailleurs. Mais là, tout d'un coup, avec l'éducation en ligne, ils ont eu accès à la lecture, à l'écriture en ligne, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, ce qui est nécessaire pour eux, c'est un obstacle. Donc, pour certaines personnes, c'était bien. Mais je pense, par exemple, à toutes les questions de santé mentale, d'anxiété. Je ne suis pas certain que c'était bien pour ça. Donc, ça dépend pour qui et ça dépend dans quel secteur. Mais on va essayer de se concentrer sur ce que ça a amené de bien, c'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé dans une posture de situation de handicap et a dû réagir et je pense que c'était bon pour certains étudiants. Mais la santé mentale, c'est toute une autre histoire. Puis, je pourrais juste rajouter un peu les réflexions. Bien sûr qu'au bureau, à SICAN, ce n'est pas notre jour le jour de traiter des questions d'accès, mais en communication avec plusieurs de nos collèges, de nos membres, il y a eu des gens, les étudiants de n'importe quel âge qui assistaient à des cours ou qui participaient à la vie offertes par les institutions, les établissements d'enseignement, mais qui étaient vraiment un peu fragiles, disons, ou marginalisés. Ils ont vraiment vécu un énorme défi avec la COVID, pour plusieurs raisons. Oui, il y en a, je dirais peut-être une minorité pour laquelle ça les a aidés, mais souvent, ils ont trouvé que des gens qui étaient
qui venaient prendre des cours, qui prenaient des certificats, des diplômes, ils ont disparu. Ils ne pouvaient pas continuer pour beaucoup, beaucoup de raisons. Ils ont dû retourner chez eux, soit pour aider dans la famille, ou bien pas de technologie, ou pas d'Internet, ou ainsi de suite. Et donc, maintenant, c'est très évident en septembre, beaucoup de nos collègues nous disent nous, dans les départements qui traitent justement la vie étudiante et les inscriptions, ils se disent, bien, les gens qui ne sont pas ici ce septembre-là, même en ligne, c'est précisément les gens pour lesquels être au collégial était déjà un grand défi. Si je peux juste me permettre un petit peu rapidement, je pense qu'il y a aussi une opportunité. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'importance au niveau de l'éducation, c'est la communauté d'apprentissage. Puis je pense que, en tout cas, moi personnellement aussi, j'ai eu un impact à ce niveau-là. Puis que l'importance de l'engagement étudiant, même en ligne, est important. Parce que si on a juste des cours à distance ou en ligne ou semi en personne, où est-ce qu'il y a vraiment un mur qui se crée, cet engagement-là, à l'extérieur de l'école, est important pour stimuler les jeunes, est important pour faire des liens avec la matière, pour que ce ne soit pas juste je regarde une vidéo et c'est terminé, tu sais, et pour s'assurer que ça soit intégré dans l'ensemble de la vie de cette personne-là. Donc, même je dirais que c'est un bon moment de commencer à créer plus d'opportunités d'engagement, même si c'est en ligne, parce que c'est comme ça qu'on va garder cette communauté-là qui s'efface un peu malgré nous lorsqu'on est forcé d'être à distance. Merci. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, mais je vous invite, si vous avez des questions. Oh, je vois une question qui arrive. OK. Comment pensez-vous qu'une approche intergénérationnelle peut être appliquée pour combler le fossé de l'ODD 4 afin de construire une future post-pandémique plus inclusive, durable et équitable? C'est une grosse question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Pourrais-tu la relire parce que c'est une grosse question? Oui, bien sûr. Comment pensez-vous qu'une approche intergénérationnelle peut être appliquée pour combler le fossé de l'ODD 4 afin de construire une future post-pandémique plus inclusive, durable et équitable? Est-ce que je peux me lancer? J'ai quelques Oui, petits bien points que j'ai sûr. touchés. OK. C'est vraiment une question très pertinente. Puis je pense que ça fait aussi partie des grands éléments qu'il va falloir travailler dans les prochaines années au niveau de cette intergénérationnalité-là. Je pense qu'un élément concret, c'est, puisqu'on se rend compte, mais c'est l'intégration des personnes ciblées dans la planification de ce qu'on leur donne. Parce que jusqu'à quand même longtemps, je pense qu'on avait une population marginalisée, ou même les jeunes, jusqu'à un certain point, la francophonie dans le Canada, qu'on se dit, OK, on va donner un service à ces gens-là, mais ils ne sont même pas sur la table des gens qui vont décider quel service ils sont donnés. Puis ça, je pense que c'est essentiel vraiment de changer ça, puis d'inclure plus de jeunes sur les conseils, de créer des curriculums. Tu sais, c'est la base quand même. S'il y a un service qui est donné à une population particulière, cette population-là doit être inclue dans le processus de développer ces services-là. Et donc, je pense aussi que ça va créer plus un lien de confiance et je pense que la pandémie a forcé un peu ça aussi à certains enseignants à reach out, à aller voir leurs jeunes et savoir qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour eux parce qu'ils ont peut-être plus de connaissances au niveau de la technologie et tout ça. Et je pense que c'est vraiment une façon qu'on va pouvoir avancer ensemble en étant tout le monde ensemble à ces tables de discussion-là, des tables de leadership-là. Tout à fait, je suis vraiment d'accord. Pierre-Antoine, c'est exactement ça. Je trouve que c'est super important et il faut dire que la CC UNESCO, ils ont un comité des jeunes exceptionnel. Je ne sais pas les détails internes, jusqu'à quel point ils sont intégrés dans les décisions, mais je sais qu'ils sont très actifs et qu'ils font beaucoup de recherche et de collaboration. On a la chance d'avoir une représentante de ce comité des jeunes, son comité des jeunes. On
a démarré l'année dernière. Il faut dire aussi pour nous, notre comité des étudiants et des anciens du secteur collégial ont été formidables. Et puis, quand la pandémie est tombée sur nous, ben, on avait déjà ce comité, ce groupe de jeunes personnes, et ils sont devenus de plus en plus importants au travail de parce que, justement, comme tu dis, Pierre-Antoine, si on est une institution qui offre des services à des jeunes, ne pas les avoir à la table quand on prend des décisions, bien, ça cause des décisions qui sont moins bonnes. Et justement, pour la technologie, un des jeunes dans notre comité des jeunes a été demandé par l'équipe de SCAN, justement, avec des problèmes avec la technologie pour faire une présentation très précise, et un des jeunes a accepté de passer plusieurs heures à aider des membres de nos équipes à s'organiser pour offrir cette chose-là. Alors, absolument très important, et je pense, comme tu dis, avec la COVID, peut-être encore plus en évidence l'importance. Merci. J'ajouterais, merci Judy d'avoir soulevé le rôle que joue notre groupe consultatif des jeunes. C'est un modèle intéressant. Je vois que ma collègue Isabelle a partagé dans le chat notre trousse d'outils. Ce qui est développé pour les autres commissions nationales pour l'UNESCO partout au monde, mais je trouve que c'est une façon valable pour n'importe quel organisme de considérer un engagement plus profond avec les jeunes et pas juste d'aller au-delà d'engagement, mais vraiment un partage de prise de décision avec eux et aussi dans la conception des activités, de projets, tout ça. Donc, on croit beaucoup que le travail intergénérationnel est primordial pour adresser les problèmes que fait face la planète. Si je peux me permettre de faire du pouce là-dessus, au CRISPECH, c'est un peu la même chose. On essaie d'inclure les étudiants dans toutes les facettes de la recherche. On a encore des assistants de recherche, mais on essaie beaucoup de développer des étudiants-chercheurs, qui font vraiment qui sont partie prenante de la recherche. Donc, Pierre-Antoine a tout à fait raison de dire qu'il faut que les gens soient à la table. Faut qu'il y ait une voix, il faut qu'ils soient à la table et il faut qu'ils participent dans toutes les sphères. Merci beaucoup. Finalement, on a eu deux questions très pertinentes. Donc, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Il y a tellement de contenu là. C'est difficile à tout dire dans une heure, mais on a eu une discussion assez dynamique aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos présentations et vos participations aujourd'hui. On arrive maintenant à la fin de notre webinaire. Et j'ai quelques petits points d'information à vous partager avant de conclure. Je vous rappelle que notre programmation pour la Semaine mondiale des objectifs de développement durable continue avec notre campagne de sensibilisation sur les médias sociaux, dont vous pouvez partager aussi dans vos propres réseaux. Notre bulletin Impact a aussi été envoyé hier. Si vous n'êtes pas sur la liste, faites-nous savoir et nous vous l'ajouterons. Vous pouvez même l'indiquer dans la boîte dialogue ici. Nous avons aussi publié un numéro spécial de notre bulletin Perspective. Et Liz vient de vous partager le lien pour que vous puissiez le visionner en ligne. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les futurs bulletins Perspective. Nous avons aussi une nouvelle spéciale à vous annoncer. Demain sera le lancement officiel de notre nouvelle boîte à outils sur les ODD.
et vous avez la chance d'être parmi les premiers à visionner cette nouvelle boîte à outils qui vient d'être partagée dans la boîte de dialogue du webinaire. Je profite aussi de cette occasion de promouvoir les stages lancement de carrière et particulièrement le volet impact. Ce programme peut financer jusqu'à 10 000 $ pour des stages et des initiatives spéciales touchant les ODD. Donc, si vous avez un projet en tête, si vous avez envie d'embaucher un jeune Canadien, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez vous mettre en contact avec soit Judy, moi, Liz, Andrea, peu importe, et on va vous partager l'information parce qu'on a du financement pour vous et vos projets touchant les ODD. Nous allons vous partager un petit sondage sur votre expérience aujourd'hui. Ça va être disponible ici dans la boîte de dialogue et nous allons aussi la partager par courriel avec l'enregistrement du webinaire et les présentations. Donc, sur ça, on arrive vraiment à la fin de notre heure aujourd'hui. Je vous remercie encore pour vos participations et à tous les présentateurs et présentatrices. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Ce fut vraiment un grand plaisir de partager ce moment avec vous lors de cette semaine internationale sur les objectifs du développement durable. Donc, encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite tous et toutes une bonne journée. Merci et au revoir.